Bienvenue dans Maîtriser la paix, le podcast qui rend la paix accessible à tous. Aujourd'hui, on parle du cadre légal et de la mise en place du télétravail. Imaginez la scène, un salarié trébuche sur son chat dans son salon à 14 h un mardi, en allant se chercher un café. Est-ce un simple accident domestique ou un véritable accident du travail? Tout le monde en parle, mais entre la théorie et la réalité, on a parfois l'impression que c'est un parcours du combattant pour l'obtenir, non? C'est justement ce que nous allons démystifier aujourd'hui. Vous allez voir que la loi a considérablement simplifié les choses pour faire de ce mode de travail un droit accessible et sécurisé. C'est parti. Alors pour commencer, il faut bien comprendre que le télétravail répond aujourd'hui à une vraie lame de fond. Ce n'est plus du tout cette petite option marginale qu'on accordait à quelques privilégiés en fin de carrière, quoi. Ouais, c'est devenu hyper courant, presque la norme en fait. Absolument. Ça répond à une triple demande très claire. D'abord, une demande sociale forte. Les salariés veulent mieux équilibrer leur vie professionnelle et leur vie privée. Moins de fatigue dans les transports, tout ça. C'est clair, on a tous envie de réduire le temps passé dans les bouchons. Exactement. Ensuite, il y a une nécessité économique indéniable pour les entreprises. Ça leur permet de repenser les coûts immobiliers, de réduire un peu les surfaces de bureaux. Et enfin, il y a un enjeu environnemental crucial pour réduire les trajets quotidiens. Ça fait beaucoup d'avantages. Et au niveau des chiffres, est-ce que ça se confirme cet engouement? Complètement. Les chiffres de nos sources sont vraiment frappants à ce sujet. Aujourd'hui, 61% des Français, donc une très large majorité, expriment très clairement le désir d'adopter ce mode de travail au quotidien. Ah oui, quand même, 61%. Voilà. Mais, et c'est là que le paradoxe devient flagrant, sur le terrain, ça ne se concrétise que pour une toute petite minorité. C'est une réalité pour seulement 17% des salariés. Waouh, l'écart est gigantesque. Et du coup, qu'est-ce qui bloquait les employeurs jusque-là? C'est cette fameuse peur de la paperasse, les avenants au contrat dont on entendait tout le temps parler? Exactement. Imaginez, avant, pour accorder un seul jour de télétravail à un salarié, les ressources humaines devaient rédiger un avenant officiel au contrat de travail. Ah oui, donc l'imprimer, le faire signer par tout le monde, le placer dans le dossier? Voilà, une vraie lourdeur administrative. C'est précisément pour s'attaquer à cette rigidité que la loi a changé. En 2017, avec les ordonnances pour le renforcement du dialogue social, l'objectif était vraiment de casser cette barrière. Et ça a marché. On n'a plus besoin de cet avenant au contrat. Plus du tout. C'est la plus grande avancée, celle qui rassure les RH. Il n'est désormais plus nécessaire de faire un avenant pour autoriser un salarié à travailler de chez lui. Le législateur a prévu en fait 3 mécanismes distincts pour simplifier ça. D'accord. Et quelles sont ces 3 façons de faire? J'imagine que ça reste un peu strict quand même. Pas forcément. La première méthode est même redoutablement simple. C'est un accord de gré à gré avec le salarié. C'est-à-dire juste un accord entre le chef et l'employé? L'échange de courriel. Et la loi tolère même un accord purement verbal. Un accord verbal. Mais ça me paraît extrêmement risqué de ne laisser aucune trace écrite en cas de litige avec son employeur, non? C'est une excellente remarque. Légalement, la parole suffit, oui. Mais dans la pratique, c'est effectivement très dangereux pour la preuve. C'est pourquoi on recommande toujours au minimum un courriel de validation. Ah oui, c'est plus prudent. Et la deuxième option, c'est quoi? La deuxième option, un peu plus encadrée, c'est la charte rédigée par l'employeur. Pensez-y comme au règlement intérieur d'une maison. Le patron fixe les règles du jeu tout seul. Il fixe les règles, oui, mais il a juste besoin de recueillir préalablement l'avis du comité social et économique, le CSE, s'il y en a un dans l'entreprise. D'accord, je vois. Et la troisième grande méthode, prévue par la loi? L'accord collectif. Là, on file la métaphore de la colocation. La direction et les partenaires sociaux s'assoient autour de la table et négocient ensemble les règles de vie communes pour toute l'entreprise. Donc si je comprends bien, la lourdeur juridique a complètement disparu puisqu'un simple accord oral ou un courriel suffit donc légalement pour démarrer son activité à distance. Vous avez tout à fait compris l'esprit de la réforme, oui. La flexibilité est totale pour formaliser cette organisation. Mais j'ajoute un point crucial. Lequel? Si le dirigeant veut refuser le télétravail à un salarié dont le poste le permet informatiquement, il a l'obligation stricte de motiver sa réponse. Ah, il ne peut pas juste dire non sans raison. Non, il doit avancer des arguments objectifs liés au fonctionnement du service. Pour résumer l'essentiel, à retenir, la modification du contrat de travail n'est plus une obligation, un simple courriel suffit, et tout refus de l'employeur doit être motivé. C'est dense, tout ça. Vous avez un support visuel pour s'y retrouver? Oui, je vous offre le chapitre 1 complet, pas un extrait, le chapitre entier, 8 infographies qui décodent tout, du bulletin au barème de saisie, et 40 questions de quiz corrigées pour valider vos acquis, l'outil parfait pour passer de la théorie à la pratique, le lien est en description. Mais revenons au sujet. D'accord. L'employeur dit oui par email. C'est super, mais ça soulève une vraie question de statut. Est-ce que l'on devient un salarié un peu à part, soumis à un régime inférieur, parce qu'on n'est plus physiquement présent dans les couloirs? Alors ça, c'est la grande crainte de beaucoup de collaborateurs. Mais la philosophie centrale de la législation est formelle. Le télétravailleur n'est pas un sous-salarié. Donc on conserve exactement les mêmes droits. Tout à fait. L'exercice de ce droit suppose bien sûr que les tâches puissent être exécutées à distance, mais le salarié ne subit jamais de perte d'avantage. Il s'agit vraiment d'un principe absolu de non-discrimination. Mais cette stricte égalité s'applique-t-elle aussi aux petits avantages du quotidien, comme les tickets restaurants, même si ma propre cuisine n'est qu'à 2 mètres de mon bureau virtuel? Parfaitement. Le droit du travail ne regarde pas la distance entre votre chaise et votre frigo, en fait. En vertu des dispositions de l'article L.1222-9 du Code du travail, vos droits sont scrupuleusement les mêmes que ceux de vos collègues restés au siège. Ah oui, c'est très clair. Si vous effectuez une journée de travail complète à la maison, l'entreprise a l'obligation de maintenir vos titres restaurants pour ces journées-là. Ce qui me ramène à notre pauvre salarié et son chat en introduction. S'il trébuche chez lui pendant ses heures de travail, comment l'entreprise et la loi gèrent-elles cet événement privé? C'est là que la mécanique juridique est fascinante. Légalement parlant, au moment où vous commencez votre journée, votre salon se transforme littéralement en territoire d'entreprise. Waouh, carrément. Ouais, le même champ de force juridique qui vous protège quand vous marchez vers la photocopieuse au bureau, il s'applique désormais à votre salle à manger. Donc c'est automatiquement un accident du travail. Exactement. Tout accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les heures d'activité est automatiquement présumé être un accident du travail. La maison devient donc une véritable extension juridique de l'entreprise avec le même filet de sécurité. Mais dans ce cas, qui est censé payer pour le matériel indispensable, comme l'ordinateur ou l'abonnement Internet par exemple?
C'est systématiquement le plus grand point de friction car la frontière entre votre vie privée et l'équipement professionnel devient très poreuse. Le salarié a parfaitement le droit de formuler une demande de prise en charge pour son matériel. Ou pour une partie de sa facture de box internet. Oui, une quote-part de la box. Cependant, et il faut être très transparent là-dessus, la loi n'oblige en aucun cas l'employeur à accepter ses frais automatiquement. Ce n'est pas un peu injuste, sachant que l'employeur fait potentiellement de grandes économies sur l'électricité ou les locaux. Je comprends votre point de vue. Mais la logique juridique part du principe que vous possédez déjà une box internet pour votre vie personnelle, donc l'employeur ne crée pas une nouvelle dépense structurelle de toute pièce. D'accord, je vois la nuance. En revanche, ça relève purement de la négociation lors de la rédaction de la charte ou de l'accord collectif. Sans texte explicite, l'entreprise peut vous laisser télétravailler sans financer votre équipement. Donc c'est au cas par cas si elle n'y a pas d'accord global. Voilà. Le point capital à retenir, le télétravailleur bénéficie d'une stricte égalité des droits, y compris pour les accidents du travail et les titres restaurants, mais la loi n'impose pas à l'employeur de payer votre box internet. On voit bien que les questions financières demandent des éclaircissements internes, c'est sûr. On peut aller encore plus loin. Oui, j'ai publié un article Substack sur ce sujet, avec une infographie à télécharger, le lien est en description. Continuons. Oui, parlons un peu du quotidien de l'organisation. Exactement. Une fois ces bases matérielles et juridiques posées, il faut structurer la mécanique de tous les jours. Le dialogue, même simplifié par la loi, demande des règles de bon sens claires. Pour éviter que ce soit le chaos pour les managers qui doivent gérer tout ça. C'est ça. L'idée est d'éviter que cette nouvelle agilité ne se transforme en un chaos opérationnel pour le manager qui pilote son équipe. Le droit encadre donc des aspects extrêmement pratiques liés au temps et à l'espace. En parlant d'espace, si mon bureau est là où se trouve mon ordinateur, est-ce que j'ai le droit de télétravailler depuis le fond d'un café ou carrément depuis notre ville côtière? La loi est très ouverte sur la question de la mobilité, elle vous donne un grand oui de principe, vous n'êtes pas du tout assigné à votre domicile habituel. Ah génial, donc liberté totale de mouvement. Go. Vous pouvez très bien vous installer dans un espace partagé, un café ou une autre région. Mais attention, il y a une limite fondamentale. Laquelle? La charte ou l'accord de votre entreprise peut l'interdire spécifiquement. Mais pour quelle raison un employeur interdirait-il de travailler dans un café si le travail est fait correctement? Essentiellement pour des questions critiques de confidentialité. Vous voyez afficher des données sensibles sur votre écran face aux regards indiscrets, c'est très risqué. Ou bien par nécessité de pouvoir vous faire revenir rapidement sur site en cas d'urgence. Je comprends mieux, c'est une question de sécurité. Et concernant le timing des demandes, puis-je simplement envoyer un message à mon chef la veille au soir pour lui dire que je télétravaille le lendemain matin? C'est tout à fait possible légalement, surtout si votre entreprise fonctionne avec un simple accord de gré à gré très souple. Mais l'employeur a son mot à dire, j'imagine. Bien sûr, il conserve toujours son droit de regard sur le bon fonctionnement de l'équipe. S'il juge que ce délai de prévenance, la veille pour le lendemain, est beaucoup trop court et risque de désorganiser le service, il est dans son droit de refuser. C'est une affaire de compromis permanent pour que la machine tourne en fait. Mais dans la situation inverse, un employeur peut-il forcer quelqu'un à télétravailler s'il n'en a vraiment pas envie, pour faire des économies de bureau par exemple? Alors ça, c'est une ligne rouge absolue en droit du travail. C'est un non catégorique et définitif. Même s'il y a des restructurations internes? Aucun employeur, sous aucun prétexte organisationnel en temps ordinaire, ne peut imposer le télétravail à un collaborateur qui préfère venir sur site. Même si le salarié est le dernier de son équipe à vouloir rester dans des bureaux presque vides? Même dans cette situation extrême, oui, l'article L.1222-9 est extrêmement protecteur sur ce point. Le refus d'un salarié de télétravailler ne constitue jamais, en aucune circonstance, un motif valable pour justifier un licenciement. C'est très rassurant pour ceux qui ont besoin de séparer physiquement bureau et maison. Exactement. Pour conclure sur ce volet, la notion essentielle à retenir, le télétravail est basé sur le volontariat. Le refuser ne peut jamais entraîner un licenciement et vous pouvez travailler hors de chez vous si aucun accord ne s'y oppose. Juste pour être sûr à 100% avant de clôturer, en tant qu'employeur, je ne suis donc pas obligé de rédiger un grand accord d'entreprise hyper complexe pour autoriser mes équipes à télétravailler. Et éviter les litiges. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paix édition 2026 transforme la complexité en visuel clair avec ma méthode MT. Résumé, infographie et quiz. Avec 50 infographies pour tout comprendre et 250 questions corrigées, vous avez enfin les clés pour maîtriser chaque calcul. Le lien est en description pour commander votre exemplaire. Soutenez le podcast avec une note 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À demain sur Maîtriser la paix.